émergentes. Donc, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Oui, d'accord. Donc, je voulais préciser donc, que géographiquement, le cercle culturel arabo-musulman, ou on peut dire arabo-israélo-turc au sens historique du terme, se situe donc en fait au point de jonction entre les puissances occidentales développées, les masses souvent déshéritées habitant le sud de la planète, et les nouvelles puissances émergentes d'Eurasie, d'Afrique australe et d'Amérique du Sud. Et pour cette raison, il constitue le point le plus sensible de la planète, là où se concentrent les principales contradictions de l'ordre-désordre du monde actuel, puisque quand même nous sommes dans un monde plutôt en désordre en ce moment. À quoi il faut ajouter les excroissances reliées à ce point nodal dans les banlieues d'Europe, marquées par des migrations mal contrôlées, l'atomisation sociale et le déracinement prolongé de ses habitants. Car au cours des dernières 30 années, que certains appellent les 30 piteuses, qui avaient succédé aux 30 glorieuses d'après 1945, la désindustrialisation et les délocalisations ont entraîné une crise du monde du travail qui a produit une masse de jeunes précaires qu'on aurait autrefois appelé le lumpenprolétariat et qui sont abreuvés de discours simplistes désignant des adversaires factices pour canaliser leur désespoir. Socialement, les populations arabes et ou musulmanes d'Afrique et du subcontinent indien, dans leur pays d'origine comme dans les pays où elles ont parfois émigré, sont tiraillées entre d'un côté les effets de la précarité produite par la mal-industrialisation puis la désindustrialisation consécutive à la vague néolibérale des dernières décennies, et d'un autre côté, elles sont fascinées par les immenses richesses accumulées par les grandes puissances et par les pétromonarchies qui sont à la fois archaïques, ultramodernes et postmodernes. Pétromonarchies qui cherchent à canaliser le mécontentement des jeunes précaires d'Orient et d'Occident vers des conflits ethno-religieux répondant à leur mentalité néo-tribale et vidant l'islam de son souffle novateur basé avant tout sur la lutte contre l'injustice, la spéculation et l'usure. Manipulation répondant aux intérêts des cercles dominants un Occident en panne et de son allié israélien incapable de sortir de sa logique de guerre et de clash de civilisation. Il n'y a donc pas aujourd'hui dans le monde de population qui soit plus traversée par des contradictions aussi profondes que celles qui sont de culture ou de religion musulmane. Ce qui peut parfois se manifester par des revendications révolutionnaires et nationales progressistes, mais plus facilement par un malaise identitaire prenant une forme ethnico-religieuse, voire parfois tribale, ou par une imitation servile du modèle encore dominant, mais producteur de frustrations récurrentes. Contradictions sur lesquelles les puissances en crise jouent pour maintenir leur prééminence acquise et toutefois menacée. Ce qu'on a pu observer avec le recrutement tant dans les pays du Moyen-Orient que dans les pays occidentaux, de jeunes recrues qui répondent à l'appel au takfir, c'est-à-dire le takfir, c'est la vision qui s'est développée dans un certain islam d'exclure les personnes et courants qui sont décrétés comme mécréants par ceux-là même qui les décrètent. Alors, c'est ces jeunes qui sont allés se battre en Libye, en Syrie, au Mali, au Yémen, en Irak, au Nigeria, aux côtés de ceux que les dirigeants de l'OTAN ont d'abord voulu présenter comme des révolutionnaires ou des démocrates. En fait, les élites occidentales en panne de projets novateurs pour leur société, elles-mêmes traversées par des courants xénophobes, racistes, islamophobes et néo-évangélistes, ont trouvé un intérêt économique et social à soutenir les guerres de leurs vassaux qui leur servent d'exutoire jusqu'au retour du boomerang qui se déroule sous nos yeux. Toutes ces caractéristiques que nous venons de voir expliquent sans doute plusieurs phénomènes qui font que le monde arabo-musulman est un espace d'importance stratégique où se concentrent les contradictions du monde actuel. Ce qui explique sans doute aussi pourquoi et les grandes puissances extérieures à cet espace concentrent une grande partie de leurs ingérences à l'islam et au monde musulman, et pourquoi, traversé par tant de pressions externes et de contradictions, le monde de l'islam connaît une situation de blocage et parfois même d'inversion mentale et psychologique qui l'empêche d'innover et de faire preuve de fécondité correspondant au souffle initial des cultures arabes et islamiques. Contradiction entre le passé et le présent, contradiction entre des zones de développement et de sous-développement, contradiction entre les puissants et les marginaux, contradiction sociale, contradiction entre les valeurs de justice sociale de l'islam et les valeurs individualistes de l'Occident capitaliste. Dans ce contexte, le fait que l'islam ait non seulement survécu à la période coloniale et post-coloniale, mais qu'il a continué à s'étendre géographiquement, tient
aux yeux des musulmans très souvent, du miracle, alors que les autres sociétés colonisées ont subi et l'expansion unilatérale de différentes formes de christianisme et le développement d'idéologies importées d'Occident sous la forme directe du libéralisme ou indirecte sous la forme du contrepoids marxiste. Le problème du monde musulman vient en fait d'ailleurs de l'incapacité dans lequel, face à tant de contradictions dans un espace hautement stratégique et donc visé par les puissances, ces élites se sont retrouvées. Incapacité à formuler une synthèse dynamique de l'héritage islamique, du nationalisme arabe, des éléments du libéralisme et du socialisme. La stagnation, puis la régression et enfin le recroquevillement du monde musulman a commencé il y a plus de 800 ans, en particulier après la destruction de Bagdad et la fin de l'Espagne andalouse. Processus qui s'est trouvé renforcé par la colonisation, qui, comme l'a constaté Malek Ben Nabi, n'a été possible que parce que tout en étant agressés, les musulmans étaient eux-mêmes colonisables, donc prêts à être dans une certaine mesure dépendants. Comme d'ailleurs dans les autres colonies et à l'est de l'Europe, dans ce que les marxistes ont appelé les pays de la périphérie par rapport aux pays du centre impérialiste. Un mouvement d'émancipation et de souveraineté nationale et populaire s'est manifesté. Dans le monde arabo-musulman, cependant, ce mouvement a eu d'emblée deux têtes. Le mouvement de renaissance islamique et le mouvement de libération nationale laïque puis socialiste. À côté des monarchies installées ou maintenues par les pouvoirs coloniaux et post-coloniaux, on a donc d'un côté eu la naissance et le développement des frères musulmans et d'un autre côté le développement des mouvements socialistes, communistes, nationalistes. Deux têtes qui ne sont jamais parvenues à s'entendre de façon durable, ouvrant ainsi la voie à des régimes militaires tentant d'imposer une voie médiane, englobant des éléments d'islamité et des éléments de nationalisme et de socialisme. Régimes qui se sont avec le temps devenus de moins en moins dynamiques et de plus en plus autoritaires, bureaucratiques et souvent corrompus. Ce blocage était dû aussi à l'incapacité des courants et socialistes et islamiques à opérer une synthèse entre le programme au départ anticolonialiste et proche des intérêts populaires, problème récurrent dont le dernier avatar est la contre-révolution que nous observons en ce moment en Égypte depuis le renversement de Moubarak et qui a été rendu possible à cause de la rupture entre l'ancienne opposition islamiste et l'ancienne opposition laïque de gauche, ce dont a profité la vieille bureaucratie militaire qui n'avait évidemment plus aucun lien avec le socialisme nassérien. Pourtant, il ne faut pas confondre au départ le wahhabisme, né au fond du désert arabique et appuyé par les pouvoirs anglais, avec les frères musulmans qui se sont implantés en Égypte et dans d'autres pays colonisés grâce à leur rhétorique au départ anticoloniale, identitaire et leurs soucis manifestés pour les pauvres. En reprenant le vocabulaire émancipateur qu'on trouve dans le Coran et qui était plus audible que le vocabulaire émancipateur socialiste qui apparaissait comme importé. La gauche des pays musulmans, par fascination pour la culture venue d'Europe, a négligé l'importance d'un enracinement de son vocabulaire reprenant l'héritage linguistique des siècles au cours desquels l'arabe et l'islam avaient véhiculé toutes les écoles de pensée, des plus progressistes aux plus rétrogrades. Il faut aussi rappeler que les frères musulmans ne sont pas un parti politique mais une école de pensée, au départ assez ouverte, à partir de laquelle sont nés des partis politiques de tendances aujourd'hui souvent divergentes. Il faut à cet égard rappeler que le gouvernement Morsi en Égypte, c'est le gouvernement Morsi en Égypte qui a procédé à la première vague d'arrestations de frères musulmans, qui provenait de la fraction qui était décidée dans la foulée de la révolte contre Moubarak à imposer une rupture avec l'économie usuraire, spéculative, capitaliste. Car Morsi, lui, était un produit de l'immigration aux États-Unis. Ce qui explique le soutien qu'il a reçu outre-Atlantique, afin d'en finir avec les tentations socialement révolutionnaires, qu'elles soient islamisantes ou socialisantes. L'école de pensée des frères musulmans a d'abord permis d'innover au départ sur plusieurs plans. Renouveau du projet universaliste musulman apte à concurrencer les autres projets universalistes, christianisme, libéralisme, socialisme, reconnaissance du rôle de la femme, reconnaissance de la nécessité de dépasser les clivages entre les différentes écoles sunnites, et aussi de dépasser le clivage entre sunnisme et chiite. Nécessité de reformuler un projet économique et social alternatif. Mais la plupart des frères musulmans se sont en revanche trouvés bloqués et incapables de dépasser le clivage entre islamisme et gauche laïque, ce qui a amené la majorité d'entre eux à s'attaquer au régime nassérien, qui a répondu par une répression, qui en retour a légitimé leur martyre au moment de la politique d'ouverture néolibérale d'Anwar el-Sadat.
Le blocage qui s'est produit chez les frères musulmans peut dans une certaine mesure être rapproché d'un blocage assez parallèle qu'on retrouve chez beaucoup de laïcs occidentalisés, qui ne parviennent pas à comprendre les causes profondes et en soi respectables de l'enracinement de l'islam au sein des peuples musulmans. Pour des raisons qui tiennent à l'histoire, mais aussi aux souvenirs profondément enracinés dans ces pays colonisés, du fait que l'islam s'est d'abord implanté comme une religion apportant rationalité et justice. La tentative de compromis autoritaires que furent les socialismes arabes, nassériens, baasistes, algériens, yéménites, etc., qui se référaient tant à l'islam qu'au socialisme scientifique, fut bancale. Malgré au départ des avancées sociales et économiques indéniables, d'un côté à cause des blocages mentaux que l'on a rencontrés aussi bien chez les islamistes que chez les laïcs, que des méthodes expéditives qui furent utilisées par les gouvernements ayant l'armée comme colonne vertébrale, même si l'on constate aujourd'hui que la Syrie de Bachar el-Assad semble en état de remettre en cause une partie au moins de son propre passif dans la foulée de la lutte efficace pour sa survie. À ce sujet-là, il y a très peu d'observateurs occidentaux qui se sont intéressés au dernier congrès du Baas à Damas, sous prétexte qu'il y a la guerre et que les questions théoriques n'intéressent personne. Or, il y a un travail intellectuel qui est fait là-bas. Dans le cas des autres pays touchés par ce type de régime, la dégénérescence de la bureaucratie militaire à la mort des pères fondateurs comme Nasser ou Boumedienne a fait renaître en pleine crise sociale, économique et morale mondiale les clivages islamistes, populistes, laïques occidentalisés. Dans les pays où la désindustrialisation faisait disparaître par pans entiers la classe ouvrière et faisait apparaître une masse de jeunes sous-prolétaires, alors que la gauche communiste s'affaiblissait considérablement avec la crise du socialisme arabe puis la fin de l'Union soviétique, beaucoup de frères musulmans qui avaient été pourchassés dans leur pays n'avaient rien trouvé de mieux, en dépit de leurs profondes différences idéologiques de départ avec le wahhabisme saoudite ou qatariote, que de se réfugier dans la péninsule arabique ou d'aller y quémander l'aide de riches monarques d'un autre âge, permettant de financer une charité condescendante qui remplaçait la solidarité des travailleurs. Ce qui créa un comportement d'assisté, repris le plus souvent en main par les États-Unis et la Grande-Bretagne. La perspective d'unité du monde arabo-musulman, qui offrait des perspectives de progrès et de nationalisme novateurs, fut par ailleurs bloquée par le maintien du véritable poignard planté au cœur du monde arabo-musulman déchiré constitué par l'État d'Israël. La crise du socialisme arabe toucha, surtout après le début de la guerre d'Afghanistan dès 1978, tous les pays arabes les plus évolués, laissant aux riches pétromonarchies de la périphérie culturelle du monde arabe le monopole sur un islam qui fit dévier la question palestinienne centrale pour les Arabes et les musulmans par des combats périphériques successifs gérés par les pétromonarchies et les États-Unis, Yougoslavie, Afghanistan, Tchétchénie, Irak, Libye, Mali, Nigeria, etc. Ce nouvel islam, entre guillemets, qui se voulait un retour aux sources et n'était plus en fait qu'une régression vers un passé mythifié, fait de littéralisme fixiste, qui constitue en fait une sorte de clone du vieux puritanisme anglo-saxon, où le clinquant hollywoodien se mariait avec celui des princes nouveaux riches du Golfe. Il faut rappeler ici que le néo-protestantisme anglo-saxon, en reprenant une analyse littéraliste de l'Ancien Testament, a forgé depuis Cromwell les bases des conceptions sionistes pour le judaïsme, comme celle de la destinée manifeste pour les États-Unis, puis il a favorisé l'émergence des conceptions takfiristes saoudites pour l'islam. Dans la foulée, le télévangélisme annonçait les succès du télécoranisme, financé par l'argent du Golfe, et dont les effets furent décuplés par les nouvelles technologies. Les vieilles écoles de pensée et du droit islamique perdues dans les déserts de Mauritanie ou du Yémen ne peuvent plus faire le poids avec les prêches sur YouTube et les chaînes satellitaires qui sont produites par la fraction d'une fraction particulièrement enrichie et sans effort de l'islam sunnite, donc des pays de la péninsule arabique. Conception littéraliste et vidée du souffle prophétique qui se marie tout compte fait très bien avec le néoconservatisme politique à la mode aux USA et avec le néopolythéisme du marché et de la société de la convoitise qui peut proliférer à partir d'une vision réductrice de toutes les religions monothéistes, désormais réduite à une simple marche à suivre pour obtenir son salut individuel, sans plus rechercher la dynamique héritée des prophètes chassant les marchands du temple et s'appuyant sur les pauvres. Mondialisme néolibéral et mondialisme des religions réduit à un amalgame de règles binaires fonctionnent toutes compte fait très bien ensemble. Au moment où, dans la foulée de la crise mondiale, émerge partout une jeunesse lumpénisée, adepte d'une idéologie du petit propriétaire désormais devenue
de fait irréel à cause de la concentration grandissante du capital, d'où la nécessité de répondre à cette impossibilité par le rêve d'un paradis quasi matériel mais repoussé dans l'au-delà. Puisque la chute des régimes socialistes empêche pour le moment de reposer la question qui est à la fois islamique et socialiste, de la maîtrise des moyens de production et d'échange, donc du refus de la spéculation, de l'usure, du crédit, des monnaies virtuelles qui ne sont pas le produit du partage, et du travail et du risque partagé. Le monde musulman n'est donc que le point le plus sensible de la maladie qui ronge aujourd'hui le monde entier, le point où se concentre donc la fièvre. S'il arrivait cependant à prendre conscience de l'ampleur des contradictions qui le traversent et à déconstruire les causes des échecs, mais aussi des avancées partielles, des expériences accumulées depuis la fin du XIXe siècle, tout en le prolongeant par une analyse des nouvelles réalités changeantes, le monde arabo-musulman pourrait apporter des réponses à la panne qui caractérise notre époque. Même si 80% des musulmans ne sont pas arabes, le monde arabe reste, pour le moment au moins, à cause de sa position géopolitique, le cœur du monde musulman. Et l'Égypte constitue quant à elle le cœur géographique et démographique du monde arabe, d'où l'importance cruciale du jeu politique qui s'y déroule. L'échec qui vient de se produire sous nos yeux de la tentative de convergence conclue au moment du renversement de Moubarak entre laïcs de gauche et frères musulmans constitue à cet égard un revers important. En partie dû au maintien des liens maladroitement conclus et prolongés entre ces derniers et la puissance nord-américaine, à l'époque nassérienne, tout autant qu'au jeu des généraux corrompus et acquis à Washington, à Riyad ou à Tel Aviv. Ce qui s'est manifesté avec l'incapacité du président égyptien élu d'accepter, y compris dans son propre parti, de composer avec les jeunes adeptes d'une économie sociale fidèle aux enseignements fondamentaux de l'islam et des tout premiers frères musulmans. Alors que la méfiance toujours actuelle est entretenue entre les mouvements de gauche laïque et les mouvements islamistes, bloquait toute tentative d'élaborer un système politique reconnu par tous et représentatif du peuple réellement existant dans toutes ses composantes. Le blocage actuel consécutif aux manœuvres tant autochtones qu'extérieures qui ont accompagné le printemps arabe ne pourra pas durer éternellement vu le degré de tension et la position géographique que subissent ces sociétés. Beaucoup dépendra de l'évolution de la situation en Syrie et en Irak, du rôle que jouera la résistance libanaise et des capacités que démontrera la résistance palestinienne. Car hier, comme aujourd'hui et sans doute demain, il faut bien se rappeler le fait que le cœur géographique et mental du monde arabo-musulman se trouve toujours dans cette terre de Palestine qui relie l'Afrique à l'Asie et qui constitue donc son point nodal, ce qui explique pourquoi ce petit territoire reste depuis 1948 une blessure affective récurrente tant pour les musulmans que pour les chrétiens et les non-croyants de cette région. Ce qui explique d'ailleurs pourquoi même les adeptes palestiniens de l'école des frères musulmans ont tendance à suivre une toute autre stratégie que leurs frères en Syrie ou en Égypte.